Imaginez juste revenir 50 ans en arrière et on vous dit que dans le futur, vous pourrez depuis chez vous acheter n'importe quoi, parler avec n'importe qui ou savoir absolument tout ce que vous voulez juste avec un seul outil. Clairement, on dirait la science-fiction, ça a l'air d'être incroyable, mais vous vous demandez quand même, est-ce que ça peut mal tourner? Est-ce que connecter le monde entier pour lui permettre de communiquer, c'est vraiment une bonne idée? Alors ce que vous faites, c'est que vous posez la question. If our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? Comment on en est arrivé au stade où l'outil qui devait permettre à l'humanité d'avancer est devenu l'addiction qui a envahi nos vies? Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de la descente aux enfers de Internet. Ce que vous entendez actuellement, c'est le premier satellite mis en orbite. Il s'appelle Sputnik, ça veut dire compagnon de route en russe, et moi je trouve qu'il est un peu mignon. Mais par contre, à l'autre bout du monde, chez les Américains, il est pas du tout mignon. Pour remettre un peu le contexte, on est en pleine guerre froide, quelques années avant la création d'Internet, et personne ne pensait que les Russes pouvaient dépasser les Américains. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers dans la conquête spatiale. As a devastating blow to the prestige of the United States. The people of the United States have been humiliated, they're disturbed, and they're unhappy. Ouais, l'Amérique vient de prendre un coup. Elle qui était pourtant numéro 1 par le passé, là c'est elle qui est en retard. Le problème quand on se fait détrôner, c'est qu'il y a tout le monde entier qui pensait qu'on était les meilleurs, qui se rendent compte qu'en fait, on n'est pas si invincible que ça. C'est pas seulement une question de technologie ou de guerre, non. C'est une question de réputation qui est en jeu du côté américain. Et justement, le président de l'époque, Eisenhower, a une idée. ARPA was created in part to prevent another technological surprise from happening to the United States. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ARPA? Pour ma part, avant de faire cette vidéo, je savais même pas que ça existait. Mais pourtant, ils ont un rôle très important dans la suite de l'histoire. Leur objectif est simple, ils doivent explorer un maximum de projets pour réussir à repartir devant. On va mettre sur l'opération des dizaines de centres de recherche aux quatre coins de l'Amérique, travaillant ensemble en collaboration pour maximiser leurs chances d'avancer. C'est une course contre le monde entier sur qui arrivera à découvrir la prochaine technologie qui rapportera la gloire à son pays. Sauf que vous, en tant que chercheur américain, vous aimeriez bien aller plus vite. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, pour communiquer, on doit envoyer des courriers ou passer du temps au téléphone à dire là où on a avancé. Je vous laisse imaginer la galère que c'est de devoir attendre plusieurs jours que votre colis arrive de la côte est jusqu'à la côte ouest, ou expliquer vos découvertes sans pouvoir montrer de schéma à la personne qui est à l'autre bout du fil. Si seulement on pouvait envoyer nos fichiers par ordinateur, ça nous simplifierait tellement la vie au lieu de devoir attendre plusieurs jours qu'un colis arrive. Enfin genre, imaginez quoi, genre parler par ordinateur à distance? Impossible. The thing that makes the computer communication network special is that it puts the workers, the team members who are geographically distributed, in touch not only with one another, but with the information base with which they work all the time. Je pense qu'on peut même pas se rendre compte à quel point son idée est complètement folle. Réussir à faire communiquer des ordinateurs à plusieurs milliers de kilomètres, ça a l'air impossible pour l'époque. Et même à l'ARPA qui doit justement tenter absolument tout pour faire avancer la science, on se dit... Ok mec, c'est intéressant, mais est-ce que tu penses que c'est faisable au moins? Le problème c'est que la réponse c'est pas un oui, parce que on est que sur de la théorie au moment où il évoque son projet, et on n'a pas le temps de se lancer dans quelque chose d'aussi incertain alors qu'on a du retard à rattraper. Alors pour l'instant, l'idée va partir sous le tapis. Sauf que pour les Clyders, c'est pas seulement un enjeu militaire ou pour son pays, non, il pense que son projet peut vraiment changer le monde pour le meilleur. Ouais, clairement, on mérite pas cet homme. Dès qu'on parle de lui dans une interview, tout le monde évoque son humilité et sa volonté de bien faire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde en période de guerre ou quand on parle de business. Le problème c'est qu'il part de l'ARPA en 64 pour aller à IBM puis au MIT. Alors il va léguer son projet à son successeur Bob Taylor qui va commencer à bosser sur le premier réseau de communication par ordinateur, ARPANET. Si on arrive à mettre ça en place, on va vraiment changer la face du monde. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Le monde a les yeux rivés sur la Lune. On est 11 ans après Sputnik et la création de l'ARPA, et les États-Unis sont de retour dans la course spatiale. Mais pourtant cette année-là, on va faire face à un exploit qui aura encore plus d'impact que l'arrivée de l'homme sur la Lune. Il est 22h30 à Los Angeles et un étudiant du nom de Charlie Klein est en communication avec un autre étudiant de Stanford par téléphone. Et ils s'apprêtent tous les deux à marquer l'histoire en faisant les premiers tests de l'ARPANET. Tu l'as reçu?
L, bien reçu. T'as reçu le O? O, bien reçu. Et là, t'as reçu le G? Ouais, c'est ça les débuts de l'ARPANET. 2 lettres et un crash. Ça a l'air de rien, mais on est face à nos premiers pas sur internet. Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter là. Parce que 1 heure plus tard, après 2-3 petits réglages sur les machines, le message est envoyé. Le mot est affiché, login. C'est ça la naissance du grand frère de internet. Avec le temps, il va commencer à s'étendre dans le reste de l'Amérique et partout à travers le monde, on crée ses propres réseaux entre ordinateurs. Et donc, pour poursuivre le projet de Licklider, de réussir à connecter le monde entier, on va tous les relier un à un, jusqu'à ce qu'on forme Internet. Ouais, là c'est plus un petit pas qu'on vient de faire, non, on a réussi à connecter le monde entier. Ça a l'air incroyable dit comme ça, et en vrai, c'est probablement l'invention qui a le plus changé nos vies, autant positivement que négativement. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas pensé aux conséquences que ça allait avoir à l'époque. En fait, on aurait peut-être dû y réfléchir avant, parce que maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que, ok, relier les gens, c'est une bonne chose, mais si on développe cet outil au stade où il envahit totalement notre vie, qu'est-ce qu'on fera quand tout le monde y aura accès? Est-ce que vous pensez qu'Internet peut détruire le monde? Est-ce que vous savez ce que c'est Internet à l'époque? Vous imaginez peut-être une sorte d'interface dégueulasse où on peut aller de site web en site web de manière hasardeuse, mais en fait, pas du tout, c'est juste des câbles. C'est comme si vous faisiez un réseau local, sauf qu'à la place de relier 4 PC dans votre garage, vous reliez le monde entier. Il n'y a pas d'interface ou de site internet, et j'imagine que vous voyez venir le problème. C'est complètement impraticable pour ceux qui n'ont pas un minimum d'expérience avec un ordinateur. Et à l'époque, personne n'en a. Sauf que bon, c'est bien marrant d'avoir fait un système aussi puissant avec autant de possibilités, mais faudrait au minimum qu'on puisse l'utiliser, non? Est-ce que vous connaissez ce mec ? Lui, il aurait pu servir dans Internet sans souci, mais il s'est rendu compte qu'il y a des gens comme nous qui n'étaient pas aussi forts que lui avec un PC. Donc, il a fait ça. Vous avez forcément vu ces 3 W, ça veut dire World Wide Web, et c'est grâce à ça qu'on peut réussir à surfer sur Internet. Il a créé ça avec le CERN, et je parle pas des choses sous mes yeux, mais du Conseil européen pour la recherche nucléaire. Me demandez pas pourquoi il y a un rapport entre le nucléaire et l'informatique, j'en sais rien. Non, par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ont fait ça. Le premier site web. Ouais, c'est super stylé, et on dirait clairement un truc qui sort tout droit de Matrix, mais en fait c'est juste à cause des anciens ordinateurs. Si on devait l'afficher aujourd'hui, ça ressemblerait à ça. Ouais, c'est tout de suite moins classe, et même moi j'ai fait un meilleur site web au lycée. Mais c'est grâce à ce protocole que maintenant on va vraiment pouvoir commencer à utiliser Internet. J'étais pas né à l'époque où ça a commencé à émerger, à devenir public, mais c'est toujours marrant d'écouter des gens qui racontent les débuts du web. Pour nous on a grandi avec, et imaginer un monde sans Internet, c'est toujours un peu bizarre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque les gens envoyaient des lettres pour se parler? Genre, pendant plusieurs jours ils attendaient, et parfois même des semaines avant d'avoir une réponse. Parfois même, ils en recevaient jamais. Alors qu'aujourd'hui, en quelques secondes, on peut communiquer à l'autre bout du monde. À plusieurs milliers de kilomètres de moi, Donald Trump vient de se faire tirer dessus et je suis au courant en seulement quelques heures. En fait, tout va tellement vite dans un monde avec Internet. Et forcément, quand on a un nouveau terrain de jeu comme celui-là, on va pas s'en priver pour faire du profit. Même encore aujourd'hui, vous voyez bien le nombre de boîtes et de secteurs qui ont explosé grâce à Internet. Je pourrais juste vous citer le jeu vidéo et vous voyez à quel point ça change absolument tout de pouvoir connecter des gens. Mais même aussi la musique, quand on peut commencer à partager des morceaux et donc à toucher un public de plus en plus grand et faire encore plus d'argent. Parce que maintenant, il faut juste un bon marketing et ils peuvent acheter directement sur Internet depuis chez eux en quelques clics. Mais avant le marketing, ils passaient par la radio, la télévision, la pub ou le journal. Mais maintenant qu'on a un nouvel outil que tout le monde utilise, vous pensez qu'il va passer par où le marketing? But 21-year-old Mark Zuckerberg turned his little web experiment into a very big business. It's called thefacebook.com. On est en 2004 et on a un étudiant d'Harvard qui vient de créer une plateforme qui dans moins de 10 ans va devenir un empire. C'est lui qui a vraiment lancé la mode des réseaux sociaux. C'est pas le premier à en faire un pourtant. Ça a commencé avec csdegrees.com, MySpace, Friendsters et plein d'autres trucs qui sont inconnus au bataillon, jusqu'à ce qu'on arrive à Facebook. Mais pourquoi lui il marche autant en fait? Bon déjà c'est plus clean, plus épuré que tous les autres sites de l'époque. Il y a ce côté nouveau et différent qui a fait une base solide, mais il y a deux choses qui ont vraiment fait le succès de Facebook. La première c'est qu'ils ont vraiment fait attention aux clients au maximum. Et sachez une chose, ça fait toute la différence entre une bonne et une mauvaise boîte. Mais c'est pas avec ça qu'on va réussir à construire un empire qui va être coté en bourse. D'autant plus qu'il est gratuit, alors comment on fait pour même gagner de l'argent avec Facebook?
Normalement, vous venez de voir une pub, et sinon, vous en avez déjà au moins vu une en arrivant sur cette vidéo. Il y en a depuis toujours, mais c'est juste que Facebook le fait beaucoup mieux que les autres. Pourquoi? Vous savez quoi? Je vous laisse 5 secondes avant de répondre, et si vous voulez, juste vous montrer un indice. Voilà, on appelle ça des cookies, ça se mange pas, hein. C'est pas un truc nouveau d'ailleurs. Ils existent depuis l'apparition du web et en vrai ils sont vraiment pratiques. On vous les vend comme un moyen de pouvoir améliorer votre expérience utilisateur et en fait c'est vrai. Sans eux on devrait se reconnecter à chaque fois qu'on va sur YouTube et franchement ce serait vite chiant. Comment on fait ça? C'est très simple, on va juste prendre vos données. Vous l'avez sûrement déjà deviné depuis 5 minutes parce que vous êtes extrêmement intelligent, mais ce qui change sur internet quand on fait du marketing, c'est qu'on peut s'adapter à son client. Quand vous mettez une pub à la télé, tout le monde va la voir, autant les gens qui peuvent réellement devenir des consommateurs ou les autres qui en ont juste rien à faire. Mais là, vous pouvez choisir de montrer votre annonce aux personnes qui ont le plus de chances d'acheter votre produit. À partir de là, on commence vraiment à voir le potentiel des réseaux sociaux du côté des entreprises. Parce que maintenant, on peut voir ce que vous voulez et votre vie de tous les jours. Et surtout, il y a de plus en plus de gens qui sont sur internet au fur et à mesure que de nouveaux réseaux commencent à apparaître. On n'est plus sur un simple réseau qui permettait de pouvoir communiquer entre 4 centres de recherche américains. Non, on est face à un outil qui connecte des milliards d'êtres humains à travers le monde gratuitement. Enfin, gratuitement. On va en parler après. Revenons au point d'arrière. C'est quoi cette augmentation de 20% de 2006 à 2007? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Là, on vient de passer un cap. Je l'ai pas précisé avant, mais pour aller sur internet, il faut un ordinateur chez soi. Il n'y avait pas de moyen de pouvoir y accéder en dehors. Alors imaginez juste la réaction des gens en 2007. Vous avez un téléphone dégueulasse à clapper, qui est déjà très pratique comparé à l'ancien avec un fil. Mais là, on vous dit que vous pouvez avoir internet depuis n'importe où dans votre poche sans fil. Forcément, dès que Apple sort ça, l'iPhone fait un carton. En moins de 3 mois, ils font 1 million de ventes. Et chez les entreprises, c'est la folie. Si d'un côté, chez les concurrents, c'est la panique, pour les réseaux sociaux, c'est l'opportunité du siècle. Parce que la seule limite qu'ils avaient à l'époque, c'est qu'ils étaient bloqués chez nous. Mais maintenant qu'ils ont internet dans leur poche, on va vraiment pouvoir commencer l'économie de la dépendance. Il y a de plus en plus de gens et de nouveaux réseaux qui sont en train de rejoindre internet. Déjà, 2 ans avant, on avait les géants YouTube et Twitter qui sont arrivés sur le marché, mais eux ils ont réussi à comprendre un truc de plus que Facebook. Créer une mode et un engouement social, c'est déjà bien, mais en fait, il y a un truc qui est encore mieux, c'est faire du divertissement en illimité. Bien évidemment, ils vont tous chercher à être uniques et à ne pas ressembler à Facebook. Et c'est super important pour eux de se démarquer, car les gens n'ont aucun intérêt à se séparer sur 2 plateformes. Donc forcément, quand ils vont avoir un choix, ils vont aller sur la meilleure. Est-ce que par exemple, vous utilisez Dailymotion? J'imagine que non, parce que comme tout le monde, vous prenez YouTube, car c'est le numéro 1. Sur le marché des réseaux, il n'y a pas de place pour les seconds, et malheureusement, ça va poser un problème. Si demain votre boulanger décide comme ça de tripler le prix de la baguette, tous les clients vont partir chez la concurrence et au final, il va juste faire faillite. Mais si vous êtes le seul boulanger du monde à vendre des croissants, eh bien, vous pourrez mettre le prix que vous voulez, les clients ne pourront pas aller ailleurs parce que vous avez un monopole. S'il n'y a aucune concurrence, personne ne pourra vous stopper. On le voit bien avec YouTube qui passe son temps à mettre de plus en plus de pubs qu'on ne peut même pas skipper et qui sont de plus en plus longues. En fait, on va jamais se plaindre de ça parce qu'on n'a pas les moyens de les faire changer et que surtout, sans ces pubs, Internet ne serait pas gratuit. Sauf que bon, en général, il y a toujours un prix caché derrière. Parce que bien évidemment, c'est pas réellement gratuit, non. Il y a une condition. Faut juste que vous acceptez juridiquement qu'ils vont collecter vos données et que les entreprises fassent ce qu'elles veulent avec. Comment on fait ça? C'est super simple. Vous faites un texte énorme et extrêmement chiant à lire qu'il faut accepter, sinon on peut pas accéder au service. Et dedans vous mettez toutes les conditions que vous voulez et dans tous les cas, ils liront pas. Vous avez signé pour ça parce que sinon actuellement vous ne pourrez pas être sur cette vidéo en train de m'écouter car c'est ce que vous avez conclu avec Google et YouTube en acceptant les conditions de la plateforme. À moins que vous soyez un ravagé, il y a très peu de chances que vous ayez réellement lu le contrat avant de le signer. Mais par chance, moi votre avocat, je suis un ravagé. Bon, déjà se balader là-dedans c'est long, vraiment long. Parce que dès qu'il y a un sujet qui est un peu sensible, on te redirige vers une autre page qui te ramène vers une autre et sans prendre de notes.
c'est compliqué de garder le fil. Mais peu importe le réseau, il y aura toujours un paragraphe qui sera comme ça. Vous voyez, en fait, ce que vous venez d'accepter, c'est pas seulement qu'on collecte vos données pour que de temps en temps vous regardez une pub pendant 5 secondes, non. C'est aussi qu'on les analyse. Et d'après vous, pourquoi on fait ça? C'est pas seulement une question de pub, et vous savez quoi? Je vais vous le montrer. C'est le soir, vous rentrez chez vous, et comme tous les jours, vous ouvrez YouTube et vous arrivez face à ça. L'écran d'accueil. Face à vous, vous avez des dizaines de contenus accessibles gratuitement et sans effort. Vu que vous êtes un homme de goût, vous avez choisi celle-là et avant même que ça commence, vous regardez une pub. Bon, c'est pas grave, 5 secondes plus tard on skip et on est enfin en face de ce qu'on voulait. 1 heure plus tard, vous avez enchaîné 4 ou 5 vidéos et bien évidemment, toujours avec de la pub. Mais la soirée n'est pas encore finie et en fait, même si c'est un peu sûr d'être interrompu, ça reste toujours plaisant de pouvoir rester sur internet. Sauf que là, vous tombez sur une vidéo beaucoup moins intéressante que celle d'avant. Alors au bout de 1 minute, vous partez chercher quelque chose de plus divertissant et hop, vous trouvez encore quelque chose qui vous captive et vous regardez encore une pub. Et c'est bon, vous êtes de nouveau aspiré par l'algorithme. Est-ce que vous arrivez à comprendre le problème? En fait, c'est vraiment impossible de s'ennuyer car à tout moment, si vraiment on veut aller voir autre chose, il y aura toujours du contenu en illimité et gratuitement. Et pendant tout ce temps sur internet, on continue encore et encore de voir des pubs. Il y a clairement un intérêt à vous rendre accro à internet et d'ailleurs tous ces géants le font. Ils ont créé une économie de la dépendance et nous, on est tombé dedans. Mais là vous dites sûrement que j'ai oublié un réseau dans les grands géants qui sont arrivés après l'iPhone en 2007. Genre un qui est arrivé 10 ans plus tard? À moins que depuis 10 ans vous êtes dans une grotte et que vous revenez parce que j'ai enfin sorti une vidéo, vous savez ce que c'est TikTok. À vrai dire, je sais même pas comment c'est possible de pas connaître l'application vu qu'elle a absolument tout changé à cause d'une chose, le format court. Si les selfies, les stories, les forums ou mettre des vidéos horizontales comme au cinéma c'était vraiment des idées de génie, les vidéos verticales, c'est encore au-dessus. Si on veut du contenu, on n'a plus rien à faire, si ce n'est swiper à l'infini pendant que l'algorithme analyse encore et encore nos centres d'intérêt pour nous rendre addicts à ce nouveau contenu court ultra stimulant pour notre cerveau. C'est pas pour rien que TikTok a explosé en rien de temps et que toutes les autres plateformes ont copié son système, avec les réels ou les shorts. Non, c'est parce que c'est le format le plus efficace pour vous faire rester. Pourquoi? Parce qu'ils ont très bien compris comment fonctionne notre cerveau. Pour comprendre tout ça, j'aimerais un peu revenir en arrière au tout début de la vidéo, en 1957. Si sur le continent américain c'est la panique à cause de l'URSS, à des milliers de kilomètres, on a un autre personnage important dans notre histoire. On est proche de Londres, dans l'hôpital de Runwell, et c'est là que Catherine Montagu, au lieu de regarder le ciel comme tout le monde pour voir Spoutnik, a décidé de jeter un œil au fond de notre tête pour découvrir ceci. Vous savez probablement pas ce que c'est, mais si je vous dis que c'est une des hormones du bonheur et qu'on l'appelle la dopamine, je pense que ça vous dit un truc. De base, on pensait pas que c'était un neurotransmetteur, mais là on se rend compte qu'elle a un rôle crucial dans le système de récompense, qui a un lien avec la sensation de plaisir. Ce qu'on arrive à comprendre, c'est qu'avec elle, on peut réussir à rendre les gens dépendants en influant sur leur humeur et leurs envies. C'est pour ça que depuis les années 50, absolument partout les industriels ont commencé à mettre un produit pas cher et extrêmement addictif, le sucre. Depuis déjà quelques dizaines d'années, il commençait à envahir le monde occidental. Mais c'est vraiment depuis la découverte de l'importance de la dopamine dans le système de récompense que l'industrie alimentaire a vraiment créé la première économie de la dépendance. Sauf que ça va causer un tas de problèmes. Pas pour les industriels, non, eux ils vont se faire plein d'argent. Mais par contre pour les consommateurs, ça va être terrible. Vous connaissez déjà les dégâts sur le corps avec l'obésité, le diabète et tous les problèmes de santé. Mais en fait, le vrai danger des addictions, il n'est pas visible à l'œil nu. Non, pour ça, il nous faut faire des expériences pour comprendre l'impact de la dopamine sur le cerveau. Et c'est exactement ce que va faire Kelsey Berridge, un scientifique qui va se rendre compte qu'en mettant des rats dans une cage avec de la nourriture loin d'eux, ils vont avoir un pic de dopamine, ce qui va les pousser à se déplacer pour aller chercher la nourriture et donc recevoir un shoot de plaisir. À l'époque, on pense que c'est la dopamine qui en est à l'origine, mais il veut vérifier, donc on va faire un petit test. On va prendre 2 groupes de souris, le premier sera normal, mais le second, on va leur bloquer leur récepteur de dopamine. Ce qui va se passer est assez terrifiant. Les souris de base sont normales, mais par contre les autres restent dans leur coin, elles ne bougent pas et elles se laissent mourir de faim. Mais par contre, si on leur apporte la nourriture, elles vont quand même réussir à manger. Mais ce qui va être bizarre, c'est qu'ils ont encore du plaisir. Ça veut juste dire une chose. La dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, mais de la motivation. Avec ça, on peut réussir à nous rendre accro à quasiment n'importe quoi si on sait comment s'y prendre. On peut très bien voir dans cette expérience où on met un rat dans une cage et qu'il a un levier. S'il appuie dessus, il va recevoir un shoot de dopamine et malheureusement, il va carrément oublier de manger, de dormir et de boire et à la fin, il va en mourir.
Et ça, c'est pas seulement pour les rats, non, ça marche aussi sur les humains. Pendant un court instant, vous allez avoir un pic et vraiment vous sentir extrêmement bien. Et forcément, votre cerveau va vouloir rester comme ça. Mais le problème, c'est que juste après, il va avoir une rechute. C'est la règle, à chaque fois qu'il y a une montée, il y aura forcément après une descente. Mais le problème, c'est que ça va repartir encore plus bas. Vous allez vouloir remonter en haut, mais le problème, c'est que ça suffira pas. Non, il va falloir encore augmenter la dose et ça va faire un cercle vicieux. Et vous allez finir complètement accro. Comme la souris, vous allez finir comme elle, à vouloir tout le temps encore des shoots de dopamine et vous allez perdre le plaisir de manger ou même juste des activités normales de la vie. Vous n'aurez plus d'énergie ni de motivation pour faire quoi que ce soit. Votre mental sera au plus bas et pour remonter la pente, ça va être un enfer. Ce comportement, on peut le voir chez les addicts à l'héroïne, à la cocaïne, à l'alcool, la cigarette et toutes les drogues en fait. On appelle ça une dépression. Toutes les économies qui se basent sur la dépendance jouent sur ça, mais à chaque fois il y a une limite parce que le produit n'est pas gratuit. Faut aller chercher ce produit et payer un coût, ce qui certes va créer un manque de temps en temps, mais aussi empêcher les overdoses pour garder les clients. Mais genre imaginez que vous arrivez à faire une drogue qui est accessible de partout, gratuite, légale, et en plus elle vous rapporte un maximum d'argent plus la consomme. Pour vous ce sera le paradis, vous ferez des millions, mais pour eux ce sera l'enfer, parce que plus rien ne pourra les arrêter de consommer. Vous allez créer le fléau d'une génération. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation. Imaginez juste qu'un virus a réussi à immobiliser le monde entier en forçant les gouvernements à confiner tout un pays pour se protéger. Tout le monde est bloqué chez soi, alors on va sur internet. Certains apprennent un instrument, à cuisiner ou commencent la musculation, mais le problème c'est qu'on est isolé. Forcément la solitude a augmenté et pour pallier à ça, les réseaux sociaux étaient l'échappatoire pour ne pas affronter la réalité. Si pour beaucoup d'entreprises le Covid c'était vraiment une situation affreuse, pour TikTok, Instagram et le reste internet c'était l'occasion parfaite pour rentrer entièrement dans le quotidien d'une génération entière. Forcément, le temps moyen sur internet a explosé et on pourrait penser qu'après la crise ça a redescendu, mais pourtant rien n'a changé. D'accord, on passe moins de temps sur internet que durant le Covid, mais pour les réseaux sociaux c'est toujours la même chose et en fait ça fait qu'augmenter. Est-ce que vous savez combien de temps passe en moyenne un être humain sur internet par jour? On est approximativement autour des 6h40 en 2022 pour près de 2h30 sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà plus de un quart de notre journée et en fait le pire c'est qu'on s'en rend pas compte parce que le temps passe trop vite sur les écrans. Tellement vite que au final on oublie vraiment la réalité, un peu comme la souris dans la cage qui passe son temps à appuyer sur ce bouton. En fait, internet est devenu trop fort, c'est comme une sorte d'arme qu'on lâche sur nous et on peut rien faire si ce n'est la regarder en train d'absolument tout détruire. C'est un peu comme une sorte de bombe atomique. J'ai vraiment hésité à poster cette vidéo. En fait, j'ai même voulu arrêter YouTube et tout ça et me concentrer sur ma vie et moi-même et vraiment tirer un trait sur les réseaux. C'est une des raisons de pourquoi j'ai rien posté durant plus de 3 mois en me disant est-ce que Internet est vraiment quelque chose de positif et sinon pourquoi rester dessus? Est-ce qu'on a besoin de lui? Est-ce que vous avez besoin de moi? J'en sais rien. Alors je me suis posé la question et j'ai voulu en faire une vidéo pour trouver la réponse et peut-être arrêter ma chaîne. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Internet aurait pu sauver le monde et le rendre meilleur, mais il est en train de le détruire à petit feu. Regardez juste à quel point on est devenu addict à lui, qu'on est divisé et qu'on ne sait plus qui écouter et que, au fond, malgré le fait qu'on peut communiquer avec n'importe qui, on est profondément seul. Il n'y a peut-être pas de solution au problème d'internet, c'est devenu l'arme parfaite pour nous contrôler et en plus en faisant de l'argent. Alors j'ai pensé à abandonner et je l'ai fait. J'ai arrêté cette vidéo avec une conclusion pessimiste en disant que c'était impossible de lutter comme une sorte de bombe atomique et que nous on pouvait rien faire. Alors je suis parti, j'ai pris le temps pour moi pour me ressourcer parce qu'en fait internet me bouffait de l'intérieur. On se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de addictif parce que même moi en tant que youtubeur dev perso qui dit que je médite, que j'ai une mode santé mentale et tout ça, j'étais en train de péter un câble. Et la vérité c'est que tous ces influenceurs qui vous disent qu'ils ont une vie parfaite et qu'ils ont réussi à s'en échapper, j'espère qu'ils me diseraient mais on reste des humains. Et oui, ça arrive à tout le monde de temps en temps se faire avoir parce que Internet est juste plus fort que nous. Il a été fait pour nous rendre addicts. Alors, est-ce que vous pensez que vous tout seul vous réussirez à lutter?
Et je suis pas en dehors du lot, non, je suis bien dedans avec tout le monde, comme la souris dans la cage, en train d'appuyer sur un bouton. On devait l'utiliser pour faire le bien commun, pour communiquer entre nous, mais on sert comme un moyen de division, où on dit notre avis sans écouter une seule fois celui des autres. J'ai vraiment l'impression que dessus, on est juste moins humain. Dans le sens que c'est la pire part de l'humanité qui en ressort, avec l'arrogance, l'égoïsme, la haine et j'en passe. Alors j'ai pris une pause. Et en fait, j'avais raison. Juste dans la réalité, j'étais bien plus heureux. Pas de stress, pas de conflit, le soleil, la nature, du sport et toutes ces choses-là que j'avais arrêté de faire parce que simplement, j'étais complètement tombé dans internet. Mais à un moment, pour à vrai dire aucune raison, j'ai réouvert YouTube. Et en arrivant dessus, j'ai vu une notif. Je l'ai ouverte en pensant voir une vidéo intéressante ou un truc que j'ai pu liker et des recommandations. Mais en fait, pas du tout. C'était juste vous. C'était tous les commentaires des personnes qui me disaient que je les avais aidés. Alors un peu par nostalgie, j'ai commencé à tous les regarder depuis le début de ma chaîne et à relire absolument tous les commentaires. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que internet n'est pas que mauvais. La raison de pourquoi je me suis lancé, c'était pour passer un message d'espoir à ma génération. En fait, c'est juste un outil, le problème c'est qu'on l'utilise mal. Il y a plein de raisons qui sont à la racine de ça, comme la politique, l'économie, la morale, l'évolution de la technologie et plein d'autres choses que j'ai envie de pouvoir parler sur cette chaîne. Mais au final, au bout du bout, ça reste quand même nous qui faisons l'action. On a encore le pouvoir de changer. On est une époque perdue et j'ai l'impression que c'est à nous de faire en sorte que ça change. Regardez juste le nombre de choses à régler pour le futur de l'humanité et on est des millions à être là, à consommer sans rien faire pendant que notre monde se fait lui aussi, comme nous, bouffer de l'intérieur. On est en train de s'endormir alors que c'est le moment où on doit agir. Et je pense que internet, c'est pas un ennemi. Si d'un côté il cause plein de problèmes dans cette époque où on est tous divisés, il peut aussi nous permettre de nous réunir pour les résoudre. Alors, c'est ce que je compte faire à mon échelle. J'ai pas envie de baisser les bras et de me laisser avoir par le pire de internet, mais essayer d'en faire quelque chose de meilleur pour nous tous. C'est ni un enfer, ni un paradis, c'est juste ce qu'on en fait. Alors oui, c'est compliqué parce que le but de cette machine, c'est de nous rendre accro à elle pour faire de l'argent, mais ça veut pas dire que l'espoir est perdu. Non, ce combat c'est le nôtre et il faut qu'on le continue tous les jours, même dans la vraie vie. Parce que d'accord, faire une vidéo c'est une bonne chose, mais c'est à nous passer à l'action. Je peux encore continuer de pouvoir parler pour vous expliquer le problème, mais j'ai bien l'impression que vous l'avez compris. T'as qu'une seule chose à faire, c'est de commencer à avoir une discussion avec toi-même et de vraiment poser la question. Est-ce que internet est devenu un enfer pour moi? Et crois-moi, la réponse ne sera pas sur une vidéo d'un mec en train de te parler et de te raconter l'histoire de internet et comment c'est devenu une addiction. Non, en fait, ça se trouve juste au fond de ton cœur. T'as juste besoin d'avoir une discussion avec toi-même et de vraiment te poser une seule fois sur internet. Je suis pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter et que c'est vraiment le diable incarné. Non, simplement qu'il faut réussir à trouver un équilibre et construire une relation saine avec internet. On peut grâce à lui faire un tas de choses qui sont vraiment utiles. Et commencer à penser la chose de manière manichéenne, ça servira à rien. Il y a du bon comme du mauvais parce que on est humain. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'essayer de faire le meilleur, parce qu'ensemble, on peut y arriver. Alors j'ai absolument aucune idée si cette vidéo va être utile, ou si internet est foutu à 100%, mais dans tous les cas, je vais quand même la poster. Comme ça, je verrai si j'ai eu raison ou tort de croire en internet. Même si bon, je pense que j'ai eu raison de croire en internet.